Maman a dit: «Il aurait mieux valu que tu ne naisses jamais.» Moi, leur fille, Claire, lui dit d'imaginer une vie sans moi. Toute la fête se fige, puis vient culpabilité. Le soir de Noël, notre maison sentait toujours à la fois les pâtisseries et la fumée, la cannelle, la vanille, le sucre brûlé et le four qui fumait sans cesse, dans lequel ma mère enfournait obstinément une nouvelle plaque de biscuits, comme si cette année allait être différente. Cette année-là, j'avais mon diplôme d'infirmière, un costume bon marché acheté dans une friperie et un billet aller simple dans la poche de mon manteau. J'avais 22 ans et pour la première fois depuis toutes ces années, je ne rentrais pas à la maison, mais plutôt sur mon lieu de travail, où j'avais démissionné depuis longtemps, mais où j'étais toujours employée. La ville m'a accueilli avec le même vent venant de la rivière qui s'engouffrait sous ma veste, même si je fermais bien la fermeture éclair. Le bus m'a déposé près du magasin où travaillait autrefois Lorraine, ma mère, et je n'avais même pas besoin de lever les yeux pour savoir. La vitrine avec les Pères Noël en plastique était toujours aussi provinciale et joyeuse. Je suis passée devant en serrant dans ma poche l'enveloppe contenant mon diplôme comme une preuve que je n'étais plus obligée de revenir ici. Et pourtant, je suis venue, parce que c'est comme ça, parce que c'est la famille. La maison de Kelvy se dressait sur une colline encastrée dans la glace et les crédits. La vieille véranda en bois où mes frères, ma sœur et moi avions autrefois fait des concours pour voir qui resterait le plus longtemps pieds nus dans la neige m'accueillit avec une lampe cassée et un renne de Noël en plastique à laquelle il manquait une patte. La porte n'était pas fermée à clé comme d'habitude. Chez nous, on ne ferme jamais rien sauf les gens. Je suis entrée et j'ai tout de suite entendu des voix. La télévision ronronnait dans le salon, quelqu'un riait bruyamment dans la cuisine, des baskets, deux sacs à dos et un casque de moto traînèrent dans le couloir. Les odeurs de mon enfance m'ont envahi. Des souvenirs brûlés, trop salés, anciens. J'ai accroché mon manteau, posé ma petite valise contre le mur comme pour un court séjour et j'ai respiré profondément. Claire, c'était Riley la plus jeune. Elle a jailli de la cuisine comme si nous nous étions vus hier et non il y a un an, vêtue d'un large sweat noir avec une frange mal coupée et son téléphone collé à la main. Oh, tu es enfin arrivé. J'ai perdu mon pari avec Owen. Je suis ravie d'être le sujet de vos paris, répondis-je, l'ironie me venant naturellement. Elle m'enlaça rapidement et timidement, comme si elle avait peur que je m'effondre si ses bras s'attardaient une seconde de trop. Dans ses bras, je retrouvai ce dont je me souvenais le moins, une sincérité sans condition. Puis Owen apparut sur le seuil de la cuisine. Comme d'habitude, il occupait tout l'espace de la porte. Grand, un peu rondelé à force de manger sur le pouce, vêtu d'un t-shirt avec un logo quelconque. Les cheveux attachés en queue basse, la barbe de plusieurs jours. Il m'a regardé et m'a souri comme lui seul savait le faire. Un peu de travers, mais chaleureusement. Regarde, diplômée, a-t-il dit, tu es vivante et en bonne santé. Je pense que tu gagnerais encore plus dans notre entrepôt. Dans ton entrepôt, tu n'as même pas d'assurance, ai-je répondu. Pour l'instant, j'aime bien que les patients ne se fassent pas renverser par des motos. Mais personne ne renverse personne, marmonna-t-il, sans méchanceté dans la voix. Nous étions tous les deux dans le couloir et faisions semblant que cette maison n'avait ni passé ni avenir, seulement un bref instant entre deux changements. J'ai remarqué Neil déjà assis à table. Il était assis à côté de sa mère, légèrement voûté, un livre sur les genoux, comme s'il voulait faire croire qu'il participait à toute cette scène par hasard. Ses cheveux bruns tombaient sur ses yeux et il remettait de temps en temps une mèche derrière son oreille sans quitter la page des yeux. Quand je suis entrée dans la salle à manger, il a levé les yeux, m'a fait un signe de tête et s'est replongé dans son texte. Bonjour Neil, bonjour, ai-je répondu doucement. Ça avait toujours été comme ça. Owen était le tonnerre et le mouvement, Neil était le silence entre les coups. Riley était un feu d'artifice que personne ne contrôlait, et moi j'étais celle qui devait maintenir tout cela ensemble, jusqu'à aujourd'hui. Lorraine était déjà assise à table, pliant et dépliant sa serviette comme si elle était nerveuse. Elle commençait toujours les fêtes avec un demi-sourire, comme si les photos dans les albums de famille lui avaient redonné des instructions sur la façon de se présenter correctement. Les cheveux soigneusement relevés, un vieux pull à motif de cerfs encore en état, les lèvres maquillées d'un rouge à lèvres bon marché. Elle leva les yeux vers moi et me regarda plus longtemps que de raison. Eh bien, voilà qui se souvient que nous avons une famille, dit-elle. Asseyez-vous avant que tout ne refroidisse. Derek arriva le dernier, comme souvent. Il entra avec une odeur de diesel et de route, une veste usée sur les épaules, qu'il ôta et jeta sur le dossier d'une chaise. Ses cheveux étaient grisonnants, les rides autour de ses yeux plus profondes qu'il y a un an. Il m'a fait un bref signe de tête, sans m'embrasser. Notre compromis interne, comme s'il reconnaissait mon existence, mais sans prétendre y participer. Comment ça va dans la grande ville a-t-il demandé en se servant du jus de fruits à la place du vin. Au volant, pas d'alcool, c'était la seule règle stricte à laquelle il adhérait. Plus bruyante, plus sale et un peu plus honnête qu'ici, répondis-je. Ma mère interrompit la conversation en tapant sa fourchette sur son assiette. Asseyez-vous tous, c'est le réveillon, quelqu'un l'aurait-il oublié. Nous nous assîmes. Devant nous se trouvaient des plats que j'aurais pu reproduire les yeux fermés. Une dinde toujours un peu trop cuite, une purée de pommes de terre grumeleuse, une salade à la mayonnaise que ma mère considérait comme sa spécialité.
Sur le mur, une vieille couronne de Noël ressemblait davantage à une composition funèbre. Les premières minutes à table étaient toujours paisibles. Nous parlions de choses insignifiantes, du temps, des voisins, de l'ouverture d'un nouveau magasin automobile dans la ville. Owen racontait des anecdotes sur ses clients, Riley racontait des histoires absurdes trouvées sur Internet, Neil intervenait parfois discrètement pour prouver qu'il savait encore parler. J'écoutais et je sentais quelque chose de serré se dénouer lentement dans ma poitrine, comme une corde qui avait comprimé mes côtes pendant des années. Eh bien, dit enfin ma mère, comment va ton travail, Claire? Tu es une grande dame maintenant, une infirmière dans une grande ville. Je travaille dans une clinique en équipe de nuit, répondis-je. Je ne suis pas une grande dame, juste fatiguée. Mais tu gagnes plus d'argent que nous, lança-t-elle. Ça te convient? J'avalai un morceau de dinde qui devint soudainement dur comme du bois. Je viens de commencer, maman. Le loyer, la nourriture, les transports, je ne me sens pas riche. Ce n'est pas la question, intervint Owen. Elle vient de se remettre sur pied, laisse-la manger sans lui faire la leçon. Je ne lui fais pas la leçon, s'indigna Lorraine, je lui pose simplement des questions. Nous avons le droit de savoir comment va notre fille, nous ne sommes pas des étrangers après tout. Pas des étrangers, me suis-je dit. Combien de fois ai-je entendu nous sommes une famille dans le sens tu nous es redevable. Tout va bien pour elle, a répété Owen. Elle est venue, donc tout va bien. Elle est venue parce que j'ai insisté, a rétorqué ma mère, sinon nous aurions attendu encore un an. Je suis venue parce que j'en ai décidé ainsi, ai-je répondu calmement. N'exagère pas ton influence. Le silence s'est installé autour de la table. Même Riley a posé son téléphone. Oh, regardez, sourit Lorraine, mais ses yeux étaient durs. Ma fille est revenue de la ville et parle maintenant comme les gens là-bas. Elle est autonome, indépendante, elle décide de tout toute seule. Je suis adulte, maman, répondis-je. Ce serait bizarre que quelqu'un d'autre décide à ma place. Oui, adulte, adulte, intervint mon père comme s'il voulait détendre l'atmosphère. Elle a obtenu son diplôme. C'est une première dans notre famille, d'ailleurs. Un diplôme, c'est bien, acquiesça ma mère. Mais le crédit pour cette maison n'a pas disparu pour autant. Nous formons tous une famille. Nous devons tous contribuer. Ça y est. Je savais que cette conversation aurait lieu. La seule question était de savoir quand. Nous en avons déjà parlé, dit Neil doucement, sans lever les yeux. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment aujourd'hui. C'est le meilleur moment, rétorqua Lorraine. Tout le monde est là, c'est le réveillon, alors parlons-en en famille, n'est-ce pas? Je posai ma fourchette. Le sang se mit à battre dans mes tempes à un rythme familier comme avant une nuit de travail, quand on sait qu'on a 12 heures d'affilée devant soi. Je peux aider autant que possible, dis-je prudemment. Mais je ne peux pas contracter un autre crédit. J'ai mon propre bail, mes propres factures. Nous ne te demandons pas d'en contracter un autre, ajouta-t-elle rapidement, même si c'est exactement ce qu'elle venait de dire au téléphone. Il suffit de transférer une partie à ton nom. Il n'arrivera rien à la maison si tu soutiens ton père. C'est ta maison. Ma maison est désormais là où je paye mon loyer, répondis-je. Je ne peux pas prendre en charge votre crédit, je ne pourrai pas le rembourser. Tu as pitié de nous? Demanda ma mère d'une voix plus forte. Nous nous sommes privés pendant des années pour que tu puisses faire tes études. J'ai travaillé en deux équipes. Ton père a accumulé les heures de vol, Owen a abandonné l'université. Je ne lui ai pas demandé d'abandonner l'université, ai-je rétorqué sèchement, c'était sa décision. À cause de toi, m'a-t-elle lancé en me fixant du regard, pour que tu puisses vivre en résidence universitaire et ne pas travailler la nuit. Tout pour notre fille aînée, et maintenant, alors que nous avons vraiment besoin d'aide pour la première fois, tu comptes chaque centime. Lorraine, ça suffit, a dit mon père avec prudence. Non, ça ne suffit pas, a-t-elle rétorqué déjà en colère. Nous avons 4 enfants, et pour une raison quelconque, une seule d'entre eux pense que personne ne lui doit rien, Owen aide autant qu'il peut, Neil travaille après les cours pour nous éviter de nous enfoncer encore plus. Et toi? Je travaille aussi, ai-je dit en serrant les dents. Je ne vis pas au crochet des autres. Mais pas pour nous, rétorqua-t-elle. Pour toi, toujours pour toi. Ces mots me frappaient comme une cuillère contre une casserole, bruyant et vide de sens. Je me suis souvenu comment, à 16 ans, je travaillais dans un café pour m'acheter mes premières baskets que mes aînés ne m'avaient pas données. Comment, à 18 ans, je me préparais la nuit pour entrer à l'université, tandis que ma mère criait dans le couloir qu'il n'y avait pas de place pour les princesses dans cette maison. À 20 ans, déjà en résidence universitaire, je me suis couchée pour la première fois sans vérifier au préalable si tout le monde dans la maison était en bons termes. Je ne peux pas signer votre crédit, ai-je répété lentement. Ce n'est pas une question de dommage ou pas dommage. C'est une question de bon sens. Je gagne le salaire d'une infirmière, pas d'un chirurgien. Si quelque chose tourne mal, alors nous nous retrouverons à la rue, m'interrompit ma mère. Oui, nous le savons, tu nous l'as déjà expliqué. Son regard était tellement offensé que j'avais l'impression d'être personnellement responsable de la mise aux enchères de la maison par la banque. Le silence s'est installé autour de la table, seul le bruit des fourchettes de Riley frappant son assiette rompait le silence. Elle coupait nerveusement son pain. Maman, a soudainement dit Owen, peut-être pas aujourd'hui, nous trouverons une solution. Une solution, a-t-elle répété, c'est comme ça que vous vivez toujours, et puis la banque arrive et il s'avère que, d'une manière ou d'une autre, c'est impossible. Elle s'est retournée vers moi. Je t'ai mise au monde, Claire, a-t-elle dit plus doucement, presque dans un murmure, ce qui a rendu les choses encore pires. J'ai sacrifié ma jeunesse, ma santé, mes chances pour toi, moi aussi j'avais des rêves autrefois. Et maintenant tu es assise là et tu me parles de bon sens. J'ai senti quelque chose se briser en moi, je connaissais ce discours, elle l'avait tenu toute sa vie.
Dette, sacrifice, éternel remboursement. Avant, je l'acceptais car cela semblait normal. Aujourd'hui, non. Tu n'as pas sacrifié tout cela pour moi, maman, ai-je répondu calmement. Tu as fait tes choix, tout comme je fais les miens. Son visage s'est crispé. Comment oses-tu? Facilement, ai-je répondu. J'ai 22 ans, je ne vais pas signer pour ta vie parce que tu as décidé un jour que 4 enfants et un crédit, c'était une bonne idée. Tu entends comment elle me parle? Lorraine s'est adressée à tout le monde. À sa mère, c'est moi qui l'ai nourrie, moi qui l'ai bercée la nuit. Maman, l'interrompis-je, si tu recommences à me raconter comment je pleurais dans mon berceau, je vais simplement me lever et partir. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait se taire, que quelqu'un allait peut-être dire ça suffit. Mais dans cette maison, il était toujours plus facile de faire comme si de rien n'était. Tu n'aurais jamais dû naître, a-t-elle dit clairement. Ces mots n'étaient pas un dérapage fortuit. Ils flottèrent dans l'air depuis des années et avaient simplement trouvé le moyen de s'exprimer. Ma tête était étrangement vide, pas silencieuse, mais vide, comme une pièce après que tous les meubles avaient été retirés. J'ai lentement posé ma serviette sur la table, j'ai regardé Owen, il était assis, le visage impassible, la mâchoire crispée. J'ai regardé Neil, il avait baissé les yeux encore plus bas. Riley qui avait les larmes aux yeux mais qui ne disait rien. Très bien, dis-je. Alors simplifions les choses pour tout le monde. Je me levai. Imaginez que je n'existe pas, vivez comme si vous n'aviez jamais eu de fille nommée Claire. La table se figea, la télévision dans le salon continuait à diffuser des chants de Noël, un chien aboya quelque part derrière la fenêtre, le gaz crépitait dans la cuisine, personne ne bougea. Je pris ma valise dans le couloir, enfilai mon manteau, mes mains ne tremblaient pas, ce qui m'étonnait le plus. J'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis arrêtée un instant pour respirer l'air froid. Derrière moi, il y avait mon enfance, ma jeunesse, des dizaines de tu-dois et aucun merci, seulement de vieilles et de nouvelles blessures. Un an plus tard, ma vie se résumait à des gardes de nuit et à des retours dans un petit appartement où personne ne m'attendait avec des reproches. L'hôpital était ma deuxième maison, mais contrairement à la première, ici, tout était honnête. Si tu faisais bien ton travail, on te remerciait. Si tu faisais des erreurs, on te le disait franchement. Je courais entre les chambres, je changeais les perfusions, j'ai appris à reconnaître les proches fatigués d'un seul regard et je me surprenais à penser que les familles des autres me faisaient parfois plus mal que la mienne. Je louais une petite chambre où le lit touchait presque la porte. La fenêtre donnait sur le parking d'un supermarché. La nuit, les camions roulaient sur l'asphalte et ce bruit est devenu ma berceuse. Les premiers mois, le silence du téléphone me coupait les oreilles, puis je m'y suis habituée. Plus d'appels de mes parents, plus de messages de mes frères, plus de commentaires sarcastiques de Riley, comme si ce réveillon de Noël m'avait vraiment effacé de leur vie. Anne s'est apparue discrètement. Le nouveau soignant de notre service, grand, légèrement voûté, avec des cernes permanents sous les yeux. Il travaillait autrefois dans un entrepôt, puis il a décidé qu'il valait mieux aider les gens que de transporter des cartons. Nous étions debout ensemble devant la machine à café, qui servait un café infect, et il m'a dit si nous buvons ça, nous aurons besoin d'une infirmière supplémentaire, rien que pour nous. J'ai ri, même si après 12 heures de travail, je n'avais pas vraiment envie de rire. Puis nous avons commencé à nous asseoir ensemble pendant les pauses, à discuter des patients, de la direction, de la ville. Une fois, quand j'ai mentionné par hasard que je ne communiquais pas avec ma famille, il n'a pas dit la famille, c'est sacré. Il a juste hoché la tête et répondu parfois, la relation la plus saine, c'est l'absence de relation. Quelques mois plus tard, il m'a apporté un thermos de vrai café et m'a dit ça suffit, je ne supporte plus de te voir souffrir. Quitte ton petit studio, viens vivre chez moi, j'ai même 2 fenêtres. Je ne suis pas du genre à idéaliser les hommes qui apportent du café, mais la perspective d'avoir une cuisine séparée et de ne plus entendre les camions sous ma fenêtre l'a emporté. Nous avons rassemblé mes affaires en une demi-heure. 2 valises ont suffi pour contenir toute ma vie d'adulte. Son appartement était vieux mais vivant, un canapé qui grinçait, une télévision avec une bande verte sur l'écran et un petit balcon où nous séchions notre linge et buvions parfois de la bière. Vivre avec lui s'est avéré plus facile que de vivre seul dans une chambre louée. Si j'oubliais d'acheter du lait, il ne soupirait pas dramatiquement, mais disait simplement bon, alors aujourd'hui ce sera du thé. S'il rentrait tard, je ne faisais pas de scène, mais lui laissais une assiette sur la cuisinière. Nous pouvions nous disputer pour une bêtise, comme par exemple qui avait encore laissé ses chaussettes au milieu de la pièce, mais ces disputes n'étaient pas une question de survie, comme à la maison. Un seul sujet était toujours présent, ma famille. Anne savait que j'avais quitté la maison après une grosse dispute, il connaissait la phrase tu n'aurais jamais dû naître, mais il ne s'attardait pas sur les détails. Parfois, quand nous étions couchés dans le lit, il me demandait il te manque? Non, pas eux, répondais-je, mais celle qui croyait encore que tout pouvait s'arranger, oui. L'année passa rapidement. Je connaissais mieux l'emploi du temps de l'hôpital que mon propre agenda. J'appris à m'endormir pendant la journée et à sourire aux gens à 3 heures du matin, et j'ai presque appris à ne plus vérifier mon téléphone à la recherche de noms étrangers du passé. La lettre est arrivée par un matin gris, alors que je rentrais de mon service et que je tenais à peine debout. Dans la boîte aux lettres, entre les factures et les publicités pour des pizzas, se trouvait une épaisse enveloppe crème. Mon nom et mon adresse y étaient imprimés, et en haut, le nom de la ville que j'essayais de chasser de mon esprit. J'ai déchiré l'enveloppe directement dans l'escalier, les premiers mots m'ont sauté aux yeux. Nous vous informons du décès de votre grand-père. Suivirent les phrases standards des avocats. Il existe un testament. La date de lecture est fixée. La présence des héritiers est souhaitée.
J'ai dégluti, sentant quelque chose de plus que de simples souvenirs se serrer en moi. J'aimais vraiment mon grand-père, il n'était pas un saint, il râlait, jouait à ses jeux télévisés préférés, grondait la télévision, mais de tous les adultes de ma vie, c'était lui qui me faisait le moins peur. Il ne criait jamais des phrases qui restent ensuite gravées en moi comme des cicatrices. Quand j'étais adolescente et que je rêvais de m'enfuir dans une autre ville, il m'a simplement dit: si tu pars, ne te retourne pas. Ceux qui t'aiment vraiment te rattraperont. Je me suis assise sur les marches, j'avais la tête qui tournait. J'ai continué à lire. Le texte indiquait clairement que mon grand-père avait laissé son héritage à tous ses petits-enfants. Il était précisé que moi, Claire Kelvy, j'avais hérité de sa maison et d'une somme d'argent supplémentaire. Compte tenu des particularités de la répartition des biens en votre faveur, votre présence, je n'ai pas lu la suite. Ces quelques mots suffisaient. Particularité, en ma faveur, dans une famille où la moindre différence était toujours considérée comme une preuve d'injustice. Je suis entrée dans l'appartement en tenant la lettre comme si c'était un objet dangereux. On dirait que quelqu'un est mort, a dit Hans en sortant de la cuisine avec une tasse de café. C'est le cas, ai-je répondu. Mon grand-père, et il semble qu'il ait décidé de me faire un cadeau. Je lui ai tendu la lettre, il l'a lue attentivement, sans sauter de ligne. Donc, dit-il, tu as une maison. Dans notre famille, rien n'est jamais simple, dis-je en ricanant. Si j'hérite de quelque chose, cela signifie que quelqu'un, quelque part, se sentira volé. Mais tu n'es pas la seule à hériter. C'est écrit ici. Oui, mais j'hérite de plus. Une maison, de l'argent supplémentaire. Et maintenant, imagine, pendant un an, ils ont fait comme si je n'existais pas. Et soudain, surprise, tu crois qu'ils ne savent rien? Hans se gratta le menton d'un air pensif. Ta ville n'est pas très grande, n'est-ce pas? C'est le même avocat qui s'occupait autrefois de quelque chose pour tes parents. Oui, alors tout le monde est probablement déjà au courant, à commencer par le vendeur de l'épicerie. Super, dis-je. Il ne manquait plus que le public. Il s'assit en face de moi. Tu vas partir? Je tournai la lettre entre mes mains. Les options étaient à la fois simples et dégoûtantes. Si je ne pars pas, cela deviendra un argument de plus dans le dossier. Claire nous a trahis. Si je pars, je me retrouverai dans un tourbillon où chacun de mes mots sera interprété comme de la mesquinerie ou de la trahison. Dans les familles normales, les testaments concernent l'argent. Dans la nôtre, ils concernent le pouvoir. Je ne veux pas, ai-je dit, mais je ne peux pas non plus ignorer cela. Ce n'est pas un chèque cadeau d'un magasin, c'est une maison et de l'argent et mon grand-père. Tu peux y aller sans accepter, a répondu Hans doucement. Juste pour comprendre, ce sont deux choses différentes. Son calme m'irritait et m'apaisait à la fois. Tu ne connais pas Lorraine, dis-je. Pour elle, chaque rencontre est une scène. Et un avocat avec des papiers, c'est une scène avec des décors. D'autant plus que tu dois savoir ce que tu reçois et comment c'est enregistré, insista-t-il. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place et ensuite tu seras à nouveau coupable de ce que tu n'as pas fait. Je me suis tue, cela me semblait trop familier. Si je pars, ai-je finalement dit, je ne serai pas une bonne fille là-bas. Je ne veux rien signer qui transfère leur crédit à mon nom. Je ne suis pas prête à partager équitablement si équitablement signifie, selon eux, tout leur rendre. Et tu n'es pas obligé, acquiesça Hans. Tu es adulte, tu as le droit de refuser. Dans notre famille, refuser est un péché plus grave que voler. Dans d'autres familles, non, répondit-il. Tu ne vas pas retourner vivre chez eux. Tu pars pour affaires. Tu n'es pas obligé d'expliquer chacun de tes gestes. Je regardais la lettre. En haut, sous la date, figurait le nom de mon grand-père. Je me suis soudain souvenu de sa phrase sur les chaînes. Le choix n'est pas une chaîne, mais simplement un pas vers les conséquences. C'était peut-être sa dernière tentative pour me donner la clé, ou au contraire pour nous enchaîner encore plus fort, je ne savais pas. J'irai, ai-je fini par dire. Mais pas pour eux. Pour qui alors demanda Hans. Pour moi, et peut-être pour mon grand-père. Je veux voir ce qu'il a écrit dans notre petit enfer familial. Il sourit. Tu veux que je vienne avec toi? J'étais sur le point de répondre automatiquement. Non, mais je me suis arrêtée. Je me suis souvenu comment j'étais sortie de la maison ce soir-là, vêtue d'un seul manteau, avec une valise, et comment personne ne m'avait suivie. Personne ne m'avait demandé de rester, personne ne m'avait même dit appelle-moi quand tu seras arrivé. Oui, ai-je répondu. Je veux, ne serait-ce que pour qu'une personne objective confirme que ce n'est pas mon imagination. Je pourrais rester objectif jusqu'à la première réplique de ta mère, a répondu Hans en haussant les épaules. Ensuite, j'aurais peut-être envie de lui dire quelque chose, mais je m'efforcerai de me retenir. Nous nous sommes souris. Le sourire était tordu, comme une blessure recousue. Je posai la lettre et pris mon téléphone. Je restai un instant suspendu au-dessus de mes contacts, mais il n'y avait aucun nom sur lequel j'avais envie d'appuyer. J'ouvris les messages pour vérifier si l'un d'entre eux avait au moins réagi à la mort de mon grand-père. En un an, je n'avais reçu aucune nouvelle d'eux. Aujourd'hui, pour la première fois, un nouveau message s'affichait à l'écran. Il avait été envoyé quelques minutes auparavant, pendant que je lisais la lettre sur les marches. Le numéro m'était familier au point d'en avoir mal au ventre. Je le connaissais par cœur avant même d'avoir mon propre téléphone. J'ai entendu parler du testament, nous devons parler de la maison de grand-père, écrit par Owen. Le trajet jusqu'à la ville a pris un peu plus de 2 heures, mais j'ai eu l'impression que cela avait duré une année, que j'essayais de ne pas me rappeler. Le bus roulait sur une route familière, les mêmes stations-service, les mêmes panneaux publicitaires défilèrent derrière la fenêtre, même ce dentiste au sourire éclatant qui promettait une nouvelle vie à crédit. Je tenais une bouteille d'eau dans mes mains et je pensais que j'avais déjà une nouvelle vie, mais que l'ancienne n'avait pas disparu. Je te rappelle que nous pouvons encore faire demi-tour, dit calmement Hans lorsque le panneau indiquant notre ville apparut. Tu as le droit de changer d'avis.
J'ai déjà changé d'avis une fois quand je suis partie de chez moi, ai-je répondu. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller jusqu'au bout. Il a simplement hoché la tête. Il n'était pas du genre à faire de grands discours sur le devoir familial. C'est peut-être pour cela que je l'avais emmené avec moi. Le bus s'est arrêté devant le magasin où ma mère travaillait autrefois. Nous sommes sortis dans le froid, dans l'air familier mêlé de diesel et de café bon marché. La route montait vers la maison sur la colline. J'ai regardé dans cette direction et j'ai ressenti une sensation familière de serrement dans la poitrine. C'est lui a demandé Hans à voix basse. Le théâtre d'une seule metteuse en scène, Lorraine, ai-je répondu. Allons-y. La maison était presque identique. Peinture écaillée, porche tordu, serre en plastique sans pattes. Seule la guirlande à la fenêtre était neuve. J'ai frappé, même si je savais que la porte était ouverte. Ma mère répondit presque instantanément. Lorraine se tenait dans le couloir comme une gardienne à un poste de contrôle. Le même pull, les mêmes cheveux attachés en chignon, mais avec plus de petites rides. Elle me regarda de la tête aux pieds, s'attardant un instant sur Hans. Claire, dit-elle d'un ton neutre, tu es arrivée. Oui, acquiesçai-je. Comme tu peux le voir. Entrez, dit-elle en s'écartant. Et c'est ton ami? Hans, dis-je. Nous vivons ensemble. Ses sourcils se haussèrent légèrement, mais elle ne dit rien. Le salon nous accueillit avec le même canapé, la même télévision, la même odeur de vieux café. Derek était assis dans un fauteuil, le regard perdu au-delà de l'écran. En me voyant, il se leva. Bonjour, dit-il. Le voyage s'est bien passé? Oui, répondis-je. Merci de l'avoir accompagné, dit-il à Hans en lui serrant la main fermement et un peu trop longtemps. Owen sortit de la cuisine en s'essuyant les mains avec une serviette. Eh bien, je pensais que tu allais tous envoyer paître, dit-il en souriant. J'ai envisagé cette option, ai-je répondu en haussant les épaules. Mais mon grand-père a décidé de me compliquer la vie. C'est ton petit ami a-t-il murmuré. Oui, et arrête de dire petit ami, ai-je rétorqué. Il a éclaté de rire et a serré la main de Hans. Neil était assis dans un coin avec son ordinateur portable. Il m'a fait un signe de tête sans se lever. Riley est sorti du couloir, des écouteurs dans les oreilles, des mèches de cheveux colorées. Oh, la légende est de retour, a-t-elle lancé. Salut? Salut, ai-je répondu. Tu as grandi. Et toi non, rétorqua-t-elle, mais ses yeux étaient chaleureux. Je passerai plus tard. Maman regarda sa montre. Vous avez rendez-vous chez l'avocat dans une demi-heure, dit-elle. Ne soyez pas en retard. Tu sais, là-bas, les gens sont sérieux, pas comme certains. Hans et moi avons échangé un regard. Nous n'avions pas envie de rester prendre un café avant la lecture du testament. Nous allons y aller, ai-je dit. Après, nous passerons. Bien sûr, a-t-elle acquiescé, nous n'allons nulle part. Cela ressemblait à une menace. Le cabinet de l'avocat Pearson se trouvait au-dessus de la pharmacie, comme avant. Une petite plaque, un long couloir, une odeur de papier et de vieux linoléum. Une partie de la famille était déjà assise dans le bureau, tante Doris, quelques cousins dont je ne me souvenais que par leur nom sur les cartes de vœux. Tous les regards se tournèrent automatiquement vers moi, puis s'attardèrent sur Hans. Voilà notre star, murmura Doris sans vraiment se cacher. La petite fille pour laquelle le vieux a tout écrit. Je fis semblant de ne pas entendre. Anne s'assit silencieusement à côté de moi, légèrement sur le côté. Monsieur Pearson avait toujours le même look, costume soigné, lunettes, voix calme. Il s'est éclairci la gorge, a vérifié la liste des personnes présentes et a commencé à lire. Formalité, petite somme, buffet, vieille montre, tout cela m'a échappé comme un fond sonore. J'attendais le moment où mon nom serait prononcé. En ce qui concerne la maison située au 28 rue Maple et les économies qui y sont liées, dit-il enfin. Conformément aux dernières volontés du défunt, ladite maison devient la propriété exclusive de sa petite-fille Claire Kelvy. Un compte d'épargne a également été ouvert au nom de Claire, destiné, je cite, à son nouveau départ dans ses études ou dans la vie en général. Le silence s'est fait dans le bureau. J'ai senti les regards brûlants dans mon dos. Hans me serra la main sous la table. Les autres petits-enfants recevront des sommes d'argent, poursuivit l'avocat, dont le montant a été déterminé par le défunt en fonction de leurs besoins actuels. Il termina sa lecture et posa les papiers. Si vous avez des questions d'ordre juridique, oui, répondit immédiatement tante Doris en se penchant en avant. Pourquoi pas son fils? Pourquoi sa petite fille? Et pourquoi cette petite fille? Monsieur Howard avait le droit de disposer de ses biens comme il l'entendait, répondit calmement l'avocat. Dans le texte, il a indiqué qu'il avait fait ce choix en toute connaissance de cause. Maman souriait comme si elle avait un pépin de citron dans la bouche. Notre père a toujours eu sa propre vision des choses, dit-elle. N'est-ce pas, Claire? Je suppose, répondis-je, sentant un léger bourdonnement apparaître dans ma tête. Une fois la partie officielle terminée, les gens ont commencé à se lever et à rassembler leurs documents. Les membres de la famille avec lesquels nous n'avions pratiquement aucun contact nous ont poliment dit au revoir. Seul Doris a lancé incroyable en me regardant comme si j'avais personnellement volé l'argent dans la poche de mon grand-père. Nous sommes sortis dans la rue presque en même temps, mais nous nous sommes rapidement séparés. Nos proches y sont restés à l'entrée. Maman, papa, Owen, Neil, Riley, moi et Hans un peu en retrait. Eh bien, commença Lorraine, félicitations, ma fille. Grand-père savait clairement à qui donner l'avantage. Maman, dit Derek doucement. Quoi, maman? Elle ne le regarda même pas. J'ai dit quelque chose de mal, tout le monde a reçu un peu, et elle a reçu une maison et un nouveau départ. Comme si les autres n'avaient pas de nouveau départ. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça, ai-je dit, sentant l'envie de mettre les mains dans mes poches, mais je me suis retenue. C'est son testament. Oh, bien sûr, a-t-elle souri. Tu ne fais que profiter des circonstances. Il se trouve simplement que les circonstances te sourient.
Lorraine, ça suffit, répéta mon père. Non, ça ne suffit pas. Sa voix se durcit. Nous avons traîné ce maudit crédit pendant des années, travaillé en deux équipes, nous sommes privés de tout, et maintenant la maison, notre seul véritable actif, revient à celle qui a dit que nous n'existions pas pour elle. J'ai dit de vivre comme si je n'existais pas, ai-je précisé. Et à en juger par cette année sans aucun appel, vous y êtes plutôt bien parvenu. Il y eut un moment de silence. Nous n'avons pas appelé parce que nous attendions que tu changes d'avis, dit-elle, mais tu étais apparemment très occupé par ta nouvelle vie. Et maintenant, j'ai aussi un nouveau départ, et j'ajoutais avec un sourire amer. C'est agréable de voir que quelqu'un dans notre famille investit de l'argent dans cela et pas seulement des reproches. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton, dit-elle, les yeux brillants. Je suis ta mère. C'est justement pour ça que je suis venue ici, répondis-je, pour pouvoir au moins une fois dans ma vie parler d'une voix qui ne ressemble pas à une supplication. On peut arrêter là intervint Owen. Les faits sont là. La maison lui appartient désormais. Il faut maintenant décider quoi en faire. C'est tout. C'est tout, répéta sa mère d'un ton moqueur. Pour toi, tout est toujours simple. Tu as ouvert un atelier, tu t'es endetté et tu es venu nous voir. Et maintenant, voilà que ta sœur tombe du ciel avec une maison. Peut-être qu'elle nous le donnera et que tu pourras enfin rembourser tes dettes. Owen serra les mâchoires, mais ne dit rien. Je ne vais rien donner ni signer pour l'instant, dis-je. Je n'ai même pas encore vu cette maison en tant que propriétaire. Donnez-moi au moins un jour. La banque ne te donnera pas un jour, rétorqua ma mère. Ni à nous. On peut en parler plus tard, dit doucement mon père en me regardant, sans faire de scène. Oh, tu as décidé de parler sans faire de scène après un an, souris-je. Intéressant. Riley, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'approcha. Quand vas-tu voir grand-père demanda-t-elle. Aujourd'hui, répondis-je. Je veux voir ce qu'il m'a laissé. Je viendrai avec toi, dit-elle sans même regarder ma mère. Lorraine soupira comme si on lui avait imposé un crédit supplémentaire. Faites ce que vous voulez, dit-elle, mais n'oublie pas, Claire, la justice, ce n'est pas seulement ce qui est écrit sur le papier. Nous sommes d'accord là-dessus, répondis-je, mais nous n'avons pas les mêmes calculatrices. Elle se retourna et se dirigea vers la maison, entraînant Neil avec elle. Derek s'est arrêté un instant, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il s'est ravisé. Owen restait là, regardant tour à tour moi et la voiture. Je vous emmène chez votre grand-père, a-t-il fini par dire. On y va tous ensemble. J'ai fait le plein. Merci, ai-je répondu. Alors que nous marchions vers la voiture, Anne se pencha vers moi. Tu avais raison, dit-il, ce ne sera pas une conversation unique. Ce n'est pas une conversation, répondis-je, ce n'est qu'un échauffement. La maison de mon grand-père se trouvait à l'autre bout de la ville, loin de notre colline. Petite, à un étage, avec une large véranda et un vieil érable qui surplombait le toit comme un gardien. Je me souvenais qu'elle était plus chaleureuse, mais peut-être que ma mémoire avait simplement ajouté des détails qui n'existaient plus. Lorsque Hans et moi sommes entrés, nous avons été accueillis par une odeur de vieux bois, de poussière et de café qui semblait encore imprégner les murs. C'est plus calme ici que chez vous, a dit Hans en retirant sa veste. Ici, personne n'a besoin de prouver qui a le plus souffert, ai-je répondu. Ça aide déjà, nous nous sommes installés provisoirement dans le salon, un lit à ressort grinçant, une vieille commode, une petite table. J'ouvrais les tiroirs les uns après les autres, sentant chaque bout de papier prendre de la valeur entre mes doigts. Ici, j'étais simplement la petite fille qui buvait du thé et jouait aux échecs avec son grand-père. Je n'étais pas la fille aînée qui devait tout faire. Les 2 premiers jours ont été consacrés à l'organisation de la maison. Nous avons aéré les pièces, sorti les couvertures des placards, jeté les produits périmés du réfrigérateur. Hans réparait le robinet de la cuisine qui semblait fuir depuis mon enfance. Je rangeais les vêtements de mon grand-père dans des cartons, chemises, pulls, vestes. Chaque fois que je trouvais quelque chose de familier, j'avais un pincement au cœur, mais sans hystérie, plutôt comme lors d'un changement de temps. Les dossiers contenant les documents se trouvaient dans le bureau, dans la petite pièce que mon grand-père appelait le cabinet. Il y avait là son vieux bureau, une lampe et des piles de papier bien rangées. Je savais que si les réponses se trouvaient quelque part, c'était là. Tu es sûr de vouloir voir ça m'a demandé Hans lorsque j'ai sorti le premier dossier. Je ne suis pas sûre de vouloir réentendre les leçons de justice de ma mère sans comprendre ce qui s'est passé avant, ai-je répondu. Je préfère les papiers. Au début, il s'agissait de choses banales, assurance, fiche médicale, impôts, puis la correspondance avec la banque, et ensuite ce à quoi je m'attendais et ce que je redoutais à la fois, d'anciens contrats, des crédits, des reçus. J'ai vu le nom familier Lorraine Kelvy dans l'entête du document et je me suis figée. Il s'agissait de relevés bancaires datant d'il y a 10 ans, des crédits pour la rénovation de la maison, pour une voiture, pour des dépenses imprévues. Des sommes qui ont toujours été fantastiques pour notre famille. Regarde, ai-je dit à Hans en lui montrant les pages. Ce n'est pas notre crédit actuel, ce sont ceux qui l'ont précédé. Parmi les papiers, il y avait aussi des lettres, de vraies lettres manuscrites. Grand-père écrivait à Lorraine qu'il allait transférer de l'argent pour rembourser les dettes, qu'il aidait pour la dernière fois, car il ne pouvait plus supporter de telles sommes, qu'il lui demandait de ne pas emprunter plus que ce que Derek et elle étaient incapables de rembourser. Dans l'enveloppe suivante, il y avait une lettre de son grand-père à Derek. Le ton était différent, moins moralisateur, plus direct. Je ne te donne pas cet argent pour elle, mais pour toi et les enfants. Si elle recommence à s'endetter, je ne t'aiderai plus. À côté, il y avait des reçus de virements, des sommes rondelettes. Il les a sauvés plus d'une fois, dit Anne à voix basse. Plus d'une fois. Pas 2 fois, dis-je en feuilletant les lettres comme des cartes. Cela fait 3 ans.
4. Toujours la même chose. Au fond du dossier se trouvait une autre lettre, cette fois sans destinataire. Probablement un brouillon. Grand-père écrivait: Si tu lis ceci, c'est que je ne peux plus rien faire pour t'aider. Ils prendront tout l'argent que je laisserai et le gaspilleront en nouvelles dettes. Je suis désolé, c'est pourquoi la maison est à toi, ainsi tu auras au moins quelque chose qui ne finira pas dans le même gouffre. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que le tu dans la lettre, c'était moi. Pas directement, mais c'était trop évident. La seule petite fille qui était déjà partie, qui ne vivait pas dans le même aquarium de crédit. En fait, il ne m'aimait pas seulement, dis-je, il me sauvait, d'eux et de lui-même. Et aussi de leurs dettes, ajouta Hans. Il savait que tout l'argent qu'il leur laisserait disparaîtrait, et la maison à ton nom, c'est une porte qu'ils ne franchiront pas sans ta permission. Je m'assis sur le bord d'une chaise, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans ma tête. Les conversations de ma mère sur le fait qu'il l'avait toujours sous-estimé, le silence de mon père, les cadeaux, soudain sous forme de factures payées dont personne ne nous avait parlé. Sa haine pour mon grand-père, toujours masquée par l'expression vieux têtu. Elle disait qu'il la traitait toujours injustement, ai-je murmuré. Et lui, il a simplement cessé de lui donner la possibilité de se noyer tout le temps aux frais des autres. Et maintenant, elle veut t'utiliser pour retrouver cet accès, a conclu Hans, parce qu'à cause de toi, elle a de nouveau quelque chose à perdre. Je remis les lettres dans le dossier, mais je ne le rangeais pas au fond du tiroir. Elles étaient mon bouclier, pas contre la loi, mais contre les histoires qu'on m'avait racontées depuis mon enfance. Le soir, alors que Hans et moi préparions un dîner simple dans la cuisine, mon père appela. On peut se voir maintenant demanda-t-il sans préambule. Maintenant, j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait déjà sombre dehors, les lampadaires venaient de s'allumer. Oui, viens seul, a-t-il dit après une pause. Sans lui. Yoger s'appelle Hans, ai-je répondu machinalement. D'accord, j'arrive. Hans a simplement haussé les sourcils lorsque j'ai raccroché. Seul. Avec mon père, n'expliquai-je donc, peut-être veut-il me dire que tout cela n'est qu'un malentendu et que ma mère est simplement fatiguée. Ou que ce serait mieux pour tout le monde si tu devenais une banque, remarqua-t-il sèchement. Mais bon, je suis là, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi ou envoie-moi un message. La maison sur la colline m'accueillit dans la pénombre. La lumière était allumée dans le salon, mais l'atmosphère n'était pas festive, plutôt tendue. Mon père m'attendait dans la cuisine, assis à table avec une tasse de quelque chose de fumant. Assieds-toi, dit-il. Je m'assis, je me sentais à nouveau comme une adolescente convoquée pour discuter. J'ai vu comment tu regardais cette maison, commença-t-il, et je sais que tu as probablement déjà trouvé ces papiers. Tu étais au courant demandai-je. Certains, il ne me les a pas tous montrés, dit-il en se frottant le visage, mais je savais qu'il payait pour nos bêtises, plus qu'il n'aurait dû. Nos bêtises ou celles de maman demandai-je. Il prit une profonde inspiration. Les nôtres à tous les deux. Elle aimait dépenser, j'aimais éviter les discussions. Une mauvaise combinaison, il l'a aidée une fois, deux fois, trois fois, puis il a dit que ça suffisait. Elle ne lui a pas pardonné. Et moi, j'ai passé ma vie à l'entendre dire qu'il la limitait, ai-je dit, qu'il lui gâchait la vie. C'est comme ça qu'elle le voyait, a-t-il haussé les épaules. Et c'est toujours comme ça qu'elle le voit. Tu sais bien qu'elle est incapable d'admettre qu'elle a tort. Nous sommes restés silencieux. Écoute, a finalement dit mon père, je ne veux pas te mettre la pression, vraiment pas. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec cette maison, c'est ta propriété. Tu n'as pas à payer nos crédits, nous nous sommes mis dans cette situation, nous nous en sortirons ou pas, mais il leva les yeux. Tu dois comprendre, pour ta mère, cela ressemble à une trahison, comme la preuve qu'elle a été ignorée par son père et sa fille. Je ne peux pas vivre ainsi, avec toute ma vie comme preuve du contraire, répondis-je, j'ai déjà essayé. Je sais, dit-il doucement, et j'en suis aussi responsable, parce que je suis restée à l'écart pendant que vous vous déchirez. Pourquoi n'as-tu rien fait? Une question que je portais en moi depuis des années m'échappa. Pourquoi as-tu simplement regardé? Parce que je pensais que c'était juste des femmes qui se disputaient, dit-il avec un sourire amer. Parce que j'avais peur que si je prenais parti pour l'une d'elles, nous perdrions l'autre, parce que je ne suis pas un héros. Claire, je suis juste un homme qui a pensé pendant des années que le silence était synonyme de paix, mais il s'est avéré que ce n'était que l'absence de son. Je le regardais et je ne voyais pas un père faible caricatural, mais un homme fatigué qui avait trop longtemps fait semblant de ne pas exister. Que veux-tu de moi maintenant lui ai-je demandé directement. Je veux que tu saches que si tu décides de garder cette maison, je ne m'y opposerai pas. Et si tu ne m'aides pas avec le crédit, je ne m'y opposerai pas non plus, a-t-il dit lentement en choisissant ses mots. Mais je veux aussi que tu sois prête à ce que maman ne l'accepte pas. Elle est déjà en train de rassembler des arguments et des gens. Je sais, ai-je répondu, je l'entends déjà murmurer à Doris à propos de l'injustice. Elle veut réunir tout le monde samedi, a-t-il dit, chez nous, une sorte de conseil de famille. Ou comme elle l'a appelé, une conversation franche, je ne peux pas l'en empêcher, mais tu peux décider comment y participer. Elle veut un procès, ai-je conclu, et je suis à la barre des accusés. À peu près, a-t-il soupiré, mais cette fois tu n'es plus une enfant, et tu n'es pas seule. Je suis sortie de chez mon père avec un sentiment étrange, comme si quelqu'un avait enfin reconnu que j'étais vraiment adulte. Non pas parce que j'ai un diplôme ou un travail, mais parce que j'ai le droit de dire non et que cela ne détruira pas le monde, seulement le leur. Le samedi est arrivé rapidement. Hans et moi nous sommes réveillés tôt.
Je me suis préparée à ce procès comme je me serais préparée à un changement difficile, avec du café, une douche froide et un plan précis en tête. Tu peux partir à tout moment, a dit Hans alors que nous arrivions à la maison sur la colline. Ce n'est pas une salle d'opération, personne ne mourra si tu te lèves et pars. Tu ne connais pas bien ma mère, ai-je répondu, elle considère que chaque fois que je quitte la pièce, c'est une tentative d'assassinat. Tout le monde était déjà assis dans le salon, maman était au centre comme l'animatrice d'un talk-show. Derek était légèrement sur le côté, le visage grave. Neil était tendu, Riley était dans un coin mais sans ses écouteurs. Sur la table, il n'y avait pas de nourriture mais des papiers, une copie du testament, des relevés bancaires, des imprimés. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une réunion de famille, mais d'une véritable séance. Enfin, dit Lorraine lorsque nous entrâmes, nous pouvons commencer. Je pensais que nous nous réunissions pour discuter, pas pour organiser un procès, ai-je lancé en jetant un coup d'œil aux documents. Comment veux-tu discuter autrement a-t-elle répondu d'une voix glaciale. Nous avons évité les détails pendant des années et voilà où cela nous a menés. À ce que grand-père me lègue la maison, ai-je rétorqué. Et oui, c'est vrai. À ce que tu nous aies enlevé notre dernière chance de sortir du trou, m'interrompit-elle. Appelons un chat un chat. Je n'ai encore rien enlevé, dis-je. La maison est à moi sur le papier. En fait, je n'ai même pas encore décidé ce que j'allais en faire. Vraiment, une fausse curiosité apparut dans sa voix. Et que peux-tu en faire à part le vendre et retourner à ta nouvelle vie? Cela ne te regarde plus, intervint Hans. Excusez-moi, mais je ne te parle pas, l'interrompit brusquement Lorraine. Au fait, ce n'est pas ta vie, c'est notre famille. Notre vie compte aussi, dis-je doucement, la mienne et celle de Hans. Ta vie a toujours été plus importante que celle des autres, rétorqua ma mère. Du moins, c'est comme ça que tu te comportes. Maman, dit soudain Owen, tu veux bien te calmer un peu? Et toi, tais-toi, lui répondit-elle. Qui est le plus endetté ici? Toi. Qui aurait le plus à gagner à ce que ta sœur se comporte comme une personne normale? Toi. Owen serra les poings. Je ne lui ai pas demandé un centime, dit-il, et je ne compte pas le faire, c'est notre problème avec la banque. Votre problème avec la banque est un problème familial, rétorqua-t-elle. Et Claire fait partie de cette famille, qu'elle le veuille ou non. Tu sais, intervint Riley, c'est bizarre. Quand elle avait combien 20 ans? Elle ne faisait partie de la famille que pour écouter les cris et aider à la maison. Et dès qu'elle a refusé de devenir aussi une banque, elle est soudainement devenue une traîtresse. Tu es trop jeune pour intervenir, dit froidement la mère. Je suis assez grande pour me souvenir qui a toujours tout supporté pendant que toi et papa vous disputiez, rétorqua Riley. Qui préparait les repas, qui aidait Neil à faire ses devoirs, qui travaillait pendant l'été et qui est partie parce qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation. Ne déforme pas les faits, dit Neil en tirant nerveusement sur la manche de son sweat. Claire est partie parce que c'était trop difficile pour elle. Nous sommes restés ici pour ramasser les morceaux. Nous ramassons tous les morceaux, dis-je. Mais cela ne signifie pas que je doive aussi supporter le poids de vos crédits. C'est là toute la différence, intervint mon père. Nous nous sommes mis dans cette situation. Très bien, dit Lorraine en frappant brusquement du poing sur la table. Écoutez-moi tous, je ne le dirai qu'une seule fois. Nous avons une maison qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Nous pouvons la céder à la banque, restructurer notre dette, enfin cesser de vivre dans la peur. Ou nous pouvons permettre à une seule personne de l'utiliser pour son nouveau départ et la regarder vivre loin d'ici pendant que nous sommes ici. Elle fit une pause, cherchant un mot dramatique en train de couler. Ce n'est pas nous, dis-je. C'est toi, ce sont tes décisions, tes crédits. Grand-père a déjà payé pour tes erreurs, plus d'une fois, et à chaque fois tu as trouvé le moyen de te mettre dans un nouveau pétrin. Comment tu sais ça? Ses yeux se sont plissés, je la regardai droit dans les yeux. J'ai vu les lettres, dis-je. Celles où il paie tes anciennes dettes et te demande de ne plus en contracter de nouvelles. Celles où il écrit à papa qu'il vous aide pour nous, les enfants. Et celles où il écrit qu'il me laissera la maison, sinon tout ira à volo. Pendant une seconde, elle était restée figée, puis son visage s'est déformé en une grimace. Il t'a montré ça a-t-elle crié. Ce vieux, il est mort, ai-je dit. Et oui, il m'a laissé quelque chose que tu ne peux pas dépenser, pour la première fois de ma vie. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Elle se leva. Après tout ce que j'ai fait pour vous, qu'as-tu fait exactement demanda Riley. Tu as crié, tu as pleuré, tu nous as supplié de ne pas partir. Tu nous as fait culpabiliser comme si nous étions des poubelles. C'est aussi du travail. Je n'ai pas à te rendre de compte, rétorqua ma mère. Je suis ta mère, j'ai donné ma vie pour toi. Et nous, on a demandé quoi dis-je doucement. Personne ne m'a demandé si je voulais être ton projet de vie ou non. Elle s'est tournée vers moi. Sans toi, a-t-elle dit lentement, j'aurais vécu autrement, j'aurais fait des études, j'aurais eu une carrière, une autre vie, mais là j'ai des enfants, des crédits, cette vieille maison, je me suis sacrifiée. Et toi, tu es là à parler de l'être, comme si j'étais ton ennemi. Je ne t'ai pas demandé de te sacrifier, répondis-je, et je ne vais pas te payer des intérêts pour avoir décidé de me mettre au monde et d'assumer cette décision comme une croix et un étendard. Elle vacilla comme sous le coup d'un coup. Tu n'es pas ma fille, dit-elle doucement mais clairement. Après tout ce qui s'est passé, non, la pièce était devenue si silencieuse que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Il y a 10 ans, ces mots m'auraient brisé. Il y a un an aussi, maintenant, ils sonnaient comme une constatation de ce qui était déjà évident. Peut-être, ai-je dit, mais je suis ma propre fille, et je ne serai plus ta banque ni ta cible. Tu... Elle cherchait ses mots, mais tous ceux qu'elle m'avait déjà donnés semblaient soudainement trop faibles.
Ça suffit, dit soudainement mon père. Il se leva et pour la première fois depuis le début, sa voix trancha l'atmosphère. Ça suffit, elle a le droit de vivre sa propre vie. Nous avons fait nos propres choix, Lorraine, et nous devons les assumer. Ne t'accroche pas à elle comme à une bouée de sauvetage, car tu l'entraîneras avec toi vers le fond. Tu as toujours été un faible, a-t-elle sifflé, et maintenant tu la soutiens contre ta propre femme. Je ne soutiens personne, dit-il. Je cesse simplement enfin de me taire. Elle n'est pas obligée de payer nos crédits, tout comme elle n'était pas obligée de payer pour notre mécontentement. Si elle veut aider, ce sera sa décision, mais pas notre ultimatum. Neil serra les poings. Papa, dit-il, nous sommes une famille. Nous devons rester soudés. Sinon, qui sommes-nous? Des êtres humains, répondis-je, pas quatre débiteurs d'une même banque. Tu es froide, dit Lorraine en me regardant avec haine. Tu as toujours été froide. Je savais que tu ne serais jamais une fille normale. Une fille, ce n'est pas quelqu'un qui sauve ses parents de toutes leurs erreurs, dis-je, c'est simplement quelqu'un qui est né. Tout le reste, ce sont des bonus, pas des obligations. Riley se leva du coin. Je pense, dit-elle, que si quelqu'un ici était une fille qui s'occupait de tout, c'était bien clair. Et vous avez simplement manqué le moment où elle a arrêté. Je la regardai et sentis quelque chose de chaud apparaître sous mes côtes malgré tout ce chaos. Je ne prendrai pas vos crédits, dis-je, ni maintenant, ni dans un mois. Je ne vais pas reprendre vos dettes à mon compte. Je ne vais pas céder la maison à la banque pour vous donner une nouvelle chance de vous endetter à nouveau. Je vais m'occuper de la maison comme je l'entends. Je la vendrai peut-être. Peut-être l'utiliserai-je autrement. Mais ce sera ma décision, pas la vôtre. Tu nous abandonnes, murmura Neil. Je suis déjà partie il y a un an, lui rappelai-je. Aujourd'hui, je refuse simplement de revenir dans le même rôle. Maman me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. C'était peut-être le cas, jusqu'à présent, elle avait eu devant elle une fille docile qui s'excusait pour chacun de ses gestes. Maintenant, elle avait devant elle une personne qui avait enfin dit non. Prends ta maison, dit-elle en serrant les lèvres, prends ton argent et pars, nous verrons jusqu'où tu iras sans ta famille. Plus loin que la file d'attente devant le distributeur automatique, ai-je répondu. Et cela me suffit. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. Anne s'est levée à ma suite, Riley a hésité un instant, comme si elle voulait partir elle aussi, mais elle est restée. Pour elle, cette guerre était encore à venir. Mon père n'a rien dit, mais son regard n'était pas accusateur, plutôt fatigué et reconnaissant. Sur le porche, le froid m'a frappé le visage, mais je respirais plus facilement. Pour la première fois depuis des années, la phrase Suis-je une mauvaise fille ne tournait pas dans ma tête. À la place, une autre question est apparue. Que vais-je faire de la maison et de ma vie? Nous avons rejoint la voiture et nous sommes assis. J'ai posé mes mains sur le volant et je me suis figée. Eh bien, a dit Hans avec précaution, félicitations, tu viens de vivre l'apocalypse familiale. Un an s'est écoulé et le réveil de mon téléphone n'a pas sonné pour m'annoncer le début de mon service de nuit, mais pour me rappeler qu'il était l'heure d'aller à mon rendez-vous chez le gynécologue. Je l'ai éteint et je suis restée allongée une minute de plus, écoutant Hans marcher dans la pièce voisine. La maison de mon grand-père était devenue plus nôtre que la maison de mon enfance ne l'avait jamais été. Nous n'en avons pas fait une image pour un magazine, nous avons simplement réparé ce qui tombait en ruine et nettoyé ce qui pouvait encore servir. Sur le mur en face du lit était accrochée une vieille photo. Moi, avec mon grand-père sur la véranda, j'avais 10 ans, il tenait une pièce d'échec dans sa main. À côté, une nouvelle échographie, une petite tache sur fond gris qui confirmait officiellement que je n'étais plus seulement la fille de quelqu'un et la petite fille de quelqu'un. Désormais, j'avais en moi ma propre histoire qui ne devait rien à personne. Tu regardes à nouveau l'écran, comme s'il allait te dire qui tu portes en toi, dit Hans depuis la porte. Je vérifie juste qu'elle n'a pas disparu pendant que je dormais, répondis-je. Elle, dis-tu? Il entra dans la pièce tenant une tasse de thé dans ses mains. Tu as déjà décidé pour la science? La science reste silencieuse, mais mon intuition, non, dis-je en me déplaçant pour lui faire de la place. Que tu le veuilles ou non, tu es condamné à avoir une autre fille dans ta vie. Je vis déjà dans une maison où 3 femmes sur 4 me traitent de meubles bavards, soupira-t-il. Une de plus ne fera pas de mal. Il posa sa main sur mon ventre. Le terme était court, on ne voyait encore rien, mais le fait que quelque chose grandissait à l'intérieur changeait déjà tout. Je planifiais non seulement les changements à l'hôpital, mais aussi les mois à venir. Quel service prendre, combien mettre de côté, comment aménager la chambre d'enfant dans l'ancienne chambre d'amis de mon grand-père. J'ai continué à travailler comme infirmière, mais désormais en équipe de jour. Ma supérieure et moi avons convenu que tant que je pouvais monter les escaliers, je continuerai à le faire, et sinon je serai transférée au service administratif où je m'occuperai des dossiers, de la paperasse et de l'organisation. Pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à mes supérieurs de mes besoins sans me soucier de la façon dont cela serait perçu à la maison. Car à la maison, il y avait désormais Hans et la vieille maison avec l'érable, et non plus le crédit et la voix de ma mère. En un an, la situation avec ma famille n'était pas devenue meilleure, mais plus claire. Je n'ai reçu aucun appel de Lorraine, aucun message. Pas une seule carte, même à Noël. Son silence n'était pas fortuit, c'était une prise de position. Elle n'était pas seulement vexée par le testament, ni par le fait que je ne sois pas devenue leur sauveuse financière. Elle était vexée par le simple fait que quelqu'un dans sa famille ait trouvé le moyen de vivre sans son autorisation. Derek m'envoyait parfois de courts SMS, il n'appelait jamais, probablement parce qu'il avait peur de ne pas trouver les mots. Les messages étaient à peu près tous les mêmes. Comment vas-tu? Tout va bien? Comment ça va au travail? Je répondais de manière tout aussi laconique. Ça va, oui, beaucoup.
Ce n'étaient pas des conversations, mais ce n'était pas non plus la guerre. De petits ponts sur la rivière que nous avions nous-mêmes creusés, Owen s'est avéré être celui qui entretenait le contact le plus naturellement. Il est venu plusieurs fois pour aider à faire des réparations. Tantôt un tuyau fuyait, tantôt il fallait démonter une vieille armoire murale pour installer une machine à laver. À chaque fois, il apportait avec lui un petit quelque chose, une boîte à outils, de nouveaux gants pour moi parce que tu déchires toujours tout. Et à chaque fois, entre deux tâches, il me montrait des photos sur son téléphone, de son atelier, de ses clients, parfois de sa nièce, la fille de notre cousine. Il parlait peu de ses dettes, mais on voyait bien qu'il s'en sortait. Il rit en disant qu'il a enfin appris à lire les petits caractères des contrats. Parfois, il me demandait de jeter un œil à certains papiers, non pas en tant que sœur avec de l'argent, mais en tant que personne qui comprend ce qu'est un engagement. Avez-vous remboursé les crédits de maman lui ai-je demandé un jour. Mon père et moi les remboursons petit à petit, m'a-t-il répondu. Elle essaie toujours de vivre comme si l'argent était un jeu, mais papa, pour la première fois de sa vie, a dit non. Waouh, ai-je dit, c'est encore plus incroyable que ma grossesse. N'exagère pas, a-t-il répondu en souriant, au moins la grossesse se déroule selon le protocole. Neil restait auprès de sa mère. Nous ne communiquions presque pas, sauf peut-être une fois tous les 6 mois, quand il m'envoyait un message du genre j'ai entendu dire que tu étais toujours dans cette maison. Ce n'était ni de la réconciliation, ni de l'hostilité, mais plutôt une réticence à regarder dans le miroir que je représentais pour lui. Il restait le fils dévoué, qui payait les factures, emmenait sa mère chez le médecin et rendait compte de chaque dollar dépensé. Je connaissais leurs dettes grâce aux paroles d'Owen et à quelques lignes laconiques dans les messages de mon père. Ils remboursaient petit à petit leur crédit, pas rapidement, pas héroïquement, mais sans nouveaux échecs majeurs. Du moins, tant que Derek gardait le contrôle et empêchait Lorraine de signer tout ce qui brillait. Elle rêve toujours d'une nouvelle cuisine, écrivait-il un jour. Mais je lui ai dit qu'une nouvelle cuisine ne rendait pas la soupe plus savoureuse. Elle s'est vexée. Riley a mûri cette année-là plus que nous tous à son âge. Elle s'est inscrite à l'université dans une ville voisine, pas très prestigieuse, mais avec une résidence universitaire et la possibilité de travailler. Elle m'a appelé un soir, la voix tremblante. J'ai postulé et j'ai obtenu une bourse. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 2 jours, mais elle m'a ensuite dit fais ce que tu veux. J'ai décidé de le vouloir. Nous nous écrivions plus souvent que tout le monde. Elle me posait des questions sur le travail, sur la façon de trouver un logement, sur la façon de ne pas s'endetter avec les cartes de crédit. Je lui répondais par de longs messages dans lesquels, pour la première fois, je ne me sentais pas comme une grande sœur qui devait tirer les ficelles, mais simplement comme une personne capable de donner des conseils pour ne pas répéter les erreurs des autres. Merci d'être parti à l'époque, m'écrivit-elle un jour. Si tu étais resté, je n'aurais jamais cru qu'il pouvait en être autrement. Vivre dans la maison de mon grand-père avec Anne, c'était un étrange mélange d'ancien et de nouveau. Dans la cuisine, il y avait toujours son vieux bureau, mais il n'y avait plus d'échecs dessus, seulement des dossiers avec nos factures et les imprimés de nos horaires de travail. Dans le salon, il y avait toujours son fauteuil, mais à côté, il y avait maintenant un berceau que des amis nous avaient donné. Je me surprenais parfois à penser que cette maison était enfin utilisée comme grand-père l'avait voulu, non pas comme un autre gouffre financier, mais comme un endroit où l'on pouvait vivre et non survivre. Hans et moi n'avions pas non plus de conte de fées. Il avait ses propres peurs. Il craignait d'être aussi absent que son propre père qui s'était enfui à la naissance de son petit frère. Parfois, nous nous disputions pour des broutilles, qui avaient oublié de payer la facture, qui avaient laissé la vaisselle sale pour le lendemain, qui était le plus fatigué. Je pouvais m'énerver à cause de sa phrase ne t'inquiète pas, ça s'arrangera, car ça s'arrangera signifiait toujours pour moi les voyages de mon père et le tu dois de ma mère. Mais après les disputes, nous parlions. Pas toujours de manière élégante, parfois à contre-cœur, mais nous parlions. Je ne veux pas être ton nouveau crédit, m'a-t-il dit un jour. Je veux être ton partenaire et non pas un autre débiteur que tu sauves. Et je ne veux pas être une banque, ai-je répondu, même pas la tienne. D'accord, a-t-il acquiescé. Alors vivons de manière à ce qu'aucun de nous ne devienne une banque ou une dette pour l'autre. C'était le contrat le plus romantique que j'avais jamais conclu. Un soir, alors que le délai touchait à sa fin, j'étais assise sur la véranda avec une tasse de tisane. Le peuplier au-dessus du toit bruissait de ses feuilles, l'air sentait la pluie. Je regardais la route sur laquelle j'avais autrefois marché avec ma valise, fuyant la voix qui criait Tu n'aurais jamais dû naître. Et soudain, j'ai compris que ces mots ne résonnaient plus en moi comme une condamnation, ils étaient simplement devenus un fait. Autrefois, une femme nommée Lorraine, incapable de gérer ses rêves et ses déceptions, avait lancé cette phrase à sa fille comme une pierre. Sa fille l'avait longtemps portée en elle, blessée, puis elle avait posé la pierre sur le sol et était partie. La pierre était restée là, peut-être que sa mère trébuche encore dessus, mais ce n'est plus mon fardeau. J'ai caressé mon ventre. Tu ne seras pas mon crédit, ma petite, ai-je dit à voix haute, tu seras un être humain. Je ne promets pas que je ne gâcherai pas tout, mais au moins, je ne te rejetterai pas mes désirs inassouvis. À ce moment-là, mon téléphone a sonné dans la maison. Je me suis levée lentement, je suis entrée et j'ai pris l'appareil sur la table. L'écran affichait un numéro que je connaissais encore par cœur, même si je ne l'avais pas vu depuis plus d'un an. Maman, la signature était ancienne, je ne l'avais pas changée, non par sentimentalisme, mais par paresse. Je l'ai regardé pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'appel s'arrête. Le téléphone s'est tu et une seconde plus tard, un message est arrivé. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Si c'est vrai, nous devons parler de ma petite fille. Je l'ai relu 2 fois. Il n'y avait pas de «Comment vas-tu?», pas de «Je suis désolée», il y avait «Nous devons parler» et «Ma petite fille».
Typique de Lorraine, un nouveau sujet, une nouvelle occasion de contrôler. J'ai posé le téléphone sur la table, je suis retournée sur la véranda et je me suis assise. Dehors, une pluie fine et persistante commençait à tomber. À l'intérieur, j'étais plus calme que je ne m'y attendais. Je savais déjà que cette conversation ne porterait pas sur l'enfant, elle porterait sur le pouvoir, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'intention de m'y engager les mains vides. J'ai regardé à nouveau l'écran, le message brillait faiblement. La question était simple et en même temps la plus importante de ma vie. Fallait-il ouvrir la porte au passé, maintenant que j'avais un avenir que je ne voulais pas hypothéquer pour les dettes des autres? Eh bien, je déciderai, mais plus tard. Pour l'instant, je profitais simplement, je profitais de la vie.